On a a priori bientôt 9 milliards d'habitants qui vont être à 70% dans des zones urbaines, voire des mégalopoles. Donc largement plus de la moitié de la population. Alors à partir de là, ça pose beaucoup de problèmes, à la fois des problèmes urbains et aussi des problèmes de relations entre les mégalopoles. Nous sommes toujours en mutation urbaine, mais il y a des moments dans l'histoire des villes où ces mutations s'accélèrent. Certains parlent même de révolution urbaine. Et le fait majeur, c'est que nous devenons de plus en plus urbains, mais nous sommes autrement urbains. Il y a une espèce de, de diffusion de la ville, tant dans sa forme que dans ses modes de vie, dans tous les territoires. Que ce soit les territoires périurbains, les territoires de campagne, les territoires de nature sauvage. Aujourd'hui, tout territoire est un territoire urbain. Je pense que le phénomène récent qu'on observe, enfin depuis maintenant quand même quelques décennies, c'est le phénomène un peu boulimique de ces extensions. Une façon qu'a la ville, qu'ont les franges de la ville de s'étendre en dévorant vraiment les lieux de manière assez incontrôlée. Elles s'étendent essentiellement pour des raisons d'expansion géographique, mais effectivement, elles ont une extension qui dépend beaucoup de la façon dont elles sont installées, qui dépend beaucoup de la géographie du site dans lequel elles s'implantent. Bien sûr, la géographie contraint cette extension, il y a une topographie, il y a un relief, donc l'extension, on va dire, elle n'est pas uniforme et rayonnante de tous les côtés. C'est vraiment essentiellement par rapport à une géographie qu'elle s'étend. Par exemple, on peut citer la réalité de la ville lyonnaise, c'est quoi? De la métropole lyonnaise. C'est un triangle situé entre Lyon, Saint-Étienne et l'île d'Abo. Les habitants pratiquent, travaillent, se rencontrent, sont mobiles, font leurs courses, leur consommation, aussi bien pour les bons restaurants que pour les zones industrielles, dans cette espèce de triangle. Voilà la réalité urbaine aujourd'hui. À partir du moment où les gens qui vivaient dans leur quartier jusque dans les 30 Glorieuses, pourquoi? Parce qu'ils travaillaient beaucoup, ils avaient peu de temps libre, ils avaient peu d'argent, donc, et peu de moyens de la mobilité, donc quand ils rentraient de l'usine ou du bureau, bien, ils passaient le dimanche chez eux quand ils n'avaient pas un deuxième travail le samedi et ma foi, ils ne sortaient pas du quartier. À partir du moment où ils ont eu du temps libre, à partir du moment où ils ont eu de l'argent, ils ont eu des moyens de la mobilité, ben, ils ont quitté le quartier. Ils ont quitté le quartier pour aller vivre du loisir dans la nature, développer sa sociabilité là où l'on veut et non pas forcément une sociabilité, une amitié, une consommation, une pratique culturelle et une pratique, une pratique de consommation uniquement liée au quartier. Le fait de pouvoir se déplacer en voiture donne une proximité des lieux très différentes. Donc des lieux qui étaient relativement distants avant deviennent proches du fait de la voiture. Voilà. Ceci étant, on peut imaginer que les choses s'inversent dans les décennies à venir et qu'une utilisation sans doute plus réduite de la voiture va nous conduire à réfléchir les extensions urbaines un petit peu différemment. C'est vrai que j'ai vu l'évolution quand même de la commune qui s'étend, qui grandit. Quand moi je suis arrivée sur la commune, on était à peu près 12 000 habitants. Maintenant on avoisine les 15 000. Donc je pense que c'est en fonction aussi de l'arrivée de la population. Et il faut bien que les gens se logent, qu'ils aient accès aux loisirs, qu'ils aient accès aux activités. Donc c'est tout en lien. En 1997, on avait 2 centres de loisirs. Et avec l'augmentation de la population, on est à 4 aujourd'hui. Donc en moyenne, on accueille 60 enfants par centre de loisirs. Donc vous voyez, ça vous donne une petite idée de la fréquentation. La population de l'île d'Abo, il y en a beaucoup qui travaillent à l'extérieur. Donc
On est quand même, je pense, une ville dortoir, mine de rien. Donc c'est vrai que les transports en commun, train, bus, sont beaucoup utilisés et la voiture aussi. Donc quand on voit le parking de la gare, par exemple, il est plein tous les matins, il est plein tous les soirs. Auparavant, on vivait dans la région lyonnaise et on cherchait, on va dire, un pavillon avec nos 3 enfants. Et donc on a choisi l'île d'Abo parce que c'est à proximité de la région lyonnaise, tout en étant à la campagne. Je pense que les gens recherchent de plus en plus, on va dire, un petit coin de verdure, tout en étant, on va dire, pas très loin de la ville. La ville idéale, c'est une ville à la campagne, qui aurait tous les bénéfices de la vie tranquille de la campagne, au niveau environnemental, au niveau un temps libre, et avoir aussi toutes les commodités de la ville, donc les transports, tout ce qui est accès aux moyens culturels, aux spectacles, voilà. Proximité des écoles, des commerces. L'île d'Abo, quoi. Moi, je pense qu'elle va encore s'agrandir, dans le sens où il y a des constructions en fait qui fleurissent un petit peu dans différents quartiers et on va peut-être être amené à, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'on se rapproche un peu plus en plus de Lyon par rapport à cet agrandissement. Environ 60% de la population qui habite en ville souhaiterait habiter une maison individuelle hors de la ville. Pas forcément en pleine campagne, parce que avoir 2000 m² de terrain sur une maison, ça fait pas envie à tout le monde, mais un bout de terrain dans une ville de deuxième couronne, comme on dit, avec sa maison, son bout de terrain, le village à proximité, ça marche très bien. Beaucoup de gens en demandent. Ouais. Les habitants ne sont pas des chercheurs, ce sont des trouveurs. Et quand ils ne sont pas des fétichistes de la maison individuelle et du pavillon. Tous les habitants savent très bien, même en regardant leurs voisins ou en écoutant leur famille, qu'une maison individuelle, notamment quand il y a une trop grande parcelle de jardin, c'est beaucoup de travail. Et ils ne veulent pas des 1000 et 2000 m² ou passer leur dimanche à tailler les haies, tailler le gazon, ramasser les feuilles, etc. Donc, mais quand ils vont dans le périurbain et qu'ils trouvent une maison individuelle, ils trouvent à satisfaire leur demande d'habitat que la ville-centre n'arrive pas à satisfaire. Notamment en demande de garage, en demande de placard, demande d'espace, c'est la thématique du placard, la demande d'espace extérieur privatif. Derrière ça, il y a l'envie, il y a le souhait certainement de pouvoir améliorer sa qualité de vie en disant finalement, si je suis sur l'extérieur, si j'ai un peu plus de place, ça va favoriser ma qualité de vie. Voilà. Je ne suis pas certaine finalement que ce soit associé. Je pense qu'on peut tout à fait trouver des formes de qualité de vie, même très grande qualité de vie, dans une densité, même dans un centre-ville urbain. Donc les villes s'étendent de plus en plus. C'est pas forcément d'ailleurs sans poser de soucis par rapport au transport, parce que du coup, au niveau du flux de circulation, forcément, ça s'est un petit peu déplacé. Et ce qu'on pouvait rencontrer à l'entrée limite de la ville, maintenant, on le rencontre de plus en plus loin, quoi. Je pense que l'étalement des villes est principalement aussi dû au fait que le coût financier de l'immobilier est plus intéressant plus loin. Et du coup, bien évidemment, pour que ça soit réalisable, et pour que le transport en commun continue à rester attractif, il faut bien évidemment que les collectivités prennent en considération ça. Donc à un moment donné, oui, effectivement, il n'y a pas concordance entre tout ça si tout n'est pas pris en considération.
Et si les pouvoirs politiques qui ont la compétence d'organiser les transports ne prennent pas en compte ça. Et du coup, ça va pousser les usagers, avec une urbanisation plus loin, à prendre leur voiture particulière si effectivement les transports en commun ne sont pas organisés en conséquence. Moi, je prends mon véhicule, oui, à titre personnel, je le prends pour venir au travail parce que j'ai des horaires qui font que je ne peux pas emprunter les transports en commun parce que je peux commencer de bonne heure. Mais c'est vrai que si j'en avais la possibilité, je prendrais les transports en commun. Ça serait financièrement beaucoup mieux pour moi, oui, ça c'est clair. Et je pense que quelqu'un qui habite sur Lyon, il peut se passer d'avoir une voiture presque. Tandis que quelqu'un qui va habiter à l'extérieur de l'agglomération est obligé pratiquement d'avoir un véhicule. Parce qu'il n'y a justement pas assez de transports en commun. On va distinguer dans le réseau ferroviaire deux grandes catégories. Le réseau dit urbain, interurbain, donc les trains de banlieue, les RER avec le langage parisien, et puis le réseau public, transport public, comme le métro ou le tramway. Donc quand on est dans des villes comme de la taille de Paris, de Londres, de Berlin, donc ces grosses villes en Europe, le pourcentage d'utilisation du transport public ferroviaire est important, quand bien même il mériterait une croissance de 5% par an facilement pour absorber la dynamique des villes. Donc à la fois, oui, il est actif, opérant, mais en même temps, il est insuffisant et il court toujours derrière l'accroissement de la population. Nous, on voit les fréquentations au fil des années qui augmentent, puisque on voit que les gens, de toute façon, avec le prix du gasoil, ils sont amenés à prendre de plus en plus les transports en commun. C'est clair que ça ne peut pas être autrement. De toute façon, pour arriver maintenant sur Lyon, avant on mettait 15 minutes, maintenant on met 4 fois plus de temps, parce que tout est bouché aux heures de pointe. Sur une ligne, on a des gens qu'on voit tous les jours et qui ne deviennent pas des amis, si vous voulez, mais on suit au jour le jour leur vie, quoi, parce que s'ils se confient à nous, c'est clair qu'on a des clients, oui, qui sont très proches. D'ailleurs, on a également, vous savez, des personnes âgées qui, en fait, dans la journée, ils vont voir très peu de gens et nous, on fait partie de ce lien qu'ils ont avec l'extérieur pour... Ils discutent avec nous et c'est vrai que je pense que le contact d'ailleurs qui me plaît dans mon métier, c'est un peu ça aussi. C'est parce qu'on a la possibilité de rencontrer des gens différents et de faire partie de la vie un peu des gens, quoi, quelque part. Voilà. Moins les gens ont tendance à se côtoyer ou se côtoient uniquement dans leur espace de vie ou leur quartier. Donc nous, justement, au centre social, on essaie de proposer des animations qui justement visent à recréer ce lien qui manque un petit peu entre les habitants de différents quartiers. Et aussi, je pense que les gens vivent à l'échelle de leur quartier, de leur rue, et moins à l'échelle de la commune. Je pense que c'est très important pour on va dire, la population de la commune. Le centre social, c'est vraiment, on va dire, le centre de la commune de l'île d'Abo. L'isolement social n'a rien à voir avec la ville ou la forme urbaine, encore une fois. L'isolement social est lié, par exemple, à l'âge. Vous voyez, l'âge fait que on est isolé. Donc là, la forme urbaine peut peu de choses. L'exclusion par exemple, l'absence de travail, l'exclusion sociale, la crise économique, la pauvreté. C'est tout cela qui est à l'origine de l'exclusion sociale. Quand une ligne de tramway est bien tracée,
qu'elle part d'une banlieue, qu'elle réunit bibliothèques, centres administratifs, hôpitaux, etc. Et le centre-ville, on ne crée pas une distension du lien social, mais bien au contraire, on recrée du lien social. On recrée un mélange, si on peut dire, une mixité de populations. Aussi bien de la population par rapport à ses grandes capacités ou caractéristiques sociales, mais également entre les différentes tranches d'âge. Les personnes âgées, les hommes d'affaires, les mamans avec des poussettes, les enfants, les étudiants. On recrée cette mixité-là si le mode de transport est bien conçu. Dans l'avenir, il y aura forcément des véhicules moins polluants. C'est obligé que dans l'avenir, on évolue vers autre chose. D'ailleurs, moi, je vois dans notre entreprise, on a déjà fait quelque chose pour moins polluer. On a d'ailleurs ce type de véhicule. Là, c'est un véhicule qui est Euro 5, c'est-à-dire qui est moins polluant. Et je pense que de toute façon, ça peut aller que vers l'évolution, parce que de toute façon, l'entreprise où je suis actuellement, c'est ce qu'elle fait. Elle fait même des formations de conduite rationnelle et économique pour justement qu'on consomme moins de gasoil et qu'on pollue moins. Donc obligatoirement, on va vers ce type de choses et c'est bien, quoi. Et puis les conduites rationnelles qui sont mises en place font qu'on arrive à consommer de 3 à 4 litres de gasoil en moins sur des parcours. Donc forcément, on va vers un progrès pour plus polluer, quoi. Je pense qu'il faut se projeter à peut-être 20 ou 30 ans. Il faut imaginer non pas la fin de l'automobile, mais des automobiles différentes, des véhicules probablement non polluants, totalement non polluants, peut-être à propulsion électrique, même probablement à propulsion électrique. Des véhicules beaucoup plus petits. Il faut imaginer des transports collectifs comme les bus, les tramways, les métros, en nombre largement plus développés qu'aujourd'hui. Il faut imaginer ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire la possibilité de partir de chez soi, par exemple en vélo, de laisser son vélo dans une station de métro ou de tramway, et puis de retrouver de l'autre côté un vélo plus ou moins en libre service pour aller travailler. De la même manière, il faudra imaginer que les gares ne soient plus uniquement des centres d'échange de passagers, mais aussi des centres commerciaux ou des centres de services, de manière à ce que les gens qui travaillent puissent trouver sur le chemin de l'aller ou du retour les services, voire l'alimentation nécessaires à leur vie quotidienne. Donc je pense qu'il faut vraiment renouveler, avoir de la créativité, renouveler les schémas classiques, en tout cas les schémas du passé, pour définir la ville de demain. Aujourd'hui, les transports publics ont quand même tendance à s'améliorer, la naissance des parcs relais, d'un transport, d'un réseau plus performant quand même améliore tout ce temps passé, ces distances. Mais bien évidemment, le fait d'avoir des quartiers qui présentent une certaine mixité, dans lesquels on peut à la fois habiter, faire ses courses, travailler, et puis se reposer, qui présentent des haltes tout simplement, à mon avis, donne une assez grande qualité à la vie de demain. Le Confluence, c'est un exemple, à mon avis, très réussi de ce que va devenir un quartier mixte, dans lequel on va être amené à habiter, une ville travaillée, et dans lequel il y a aussi la présence de l'eau. C'est cette espèce d'ouverture qu'on a sur la Saône. Ça reste un quartier relativement grand quand même, très central, et dans lequel demain on pourra vivre, travailler, faire ses courses et se reposer. Je pense que de toute façon, tous les professionnels qui réfléchissent aujourd'hui à la transformation des lieux, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, qu'ils soient urbanistes, architectes, paysagistes, réfléchissent
aujourd'hui en intégrant cette question de mixité, essentiellement pour réduire les trajets, améliorer la qualité de vie et puis avoir des morceaux de ville qui soient plus représentatifs d'une société aussi, tout simplement. Une ville dense qui se traduit par exemple par des bousculades pour aller prendre un autobus, ça ne crée pas de la qualité de vie. Une ville dense qui crée de la convivialité par son architecture, par la manière d'avoir conçu les quartiers, oui, ça crée de la convivialité. Après, il y a aussi un problème de comportement individuel par rapport à la problématique collective. Il est fort possible que les 20-30 dernières années aient accentué la notion d'individualité et qu'il faille, pour les prochaines années, réintroduire, rééduquer la population à un mode beaucoup plus collectif. Et c'est à ce moment-là que la densité est positive. Sinon, elle est toujours négative. La ville où il fait bon vivre, c'est une ville qui va être capable de mélanger les différentes catégories socio-culturelles. C'est une ville qui va permettre d'éliminer tous les ghettos, qu'ils soient des ghettos de personnes, au sens ethnique du terme, ou que ce soit des ghettos de classe sociale, ou des ghettos de métiers, ou des ghettos de tranche d'âge. Il faut absolument éviter d'avoir un centre de personnes âgées plus ou moins fermé avec des vigiles et des caméras parce que ces gens-là ont peur, que de l'autre côté on retrouve les écoles avec les jeunes, qu'un peu plus loin on retrouve les étudiants. Il faut arriver à créer une ville qui remet tout ce monde ensemble, où chaque service est intégré à un autre service. Il faut par exemple imaginer une cantine scolaire avec donc des petits-enfants, qui sert aussi une maison de retraite. Et les personnes âgées vont à la cantine des petits-enfants. Ils retrouvent une jeunesse, un dynamisme, ils retrouvent un autre milieu et ça permet de l'épanouissement. Les gens trouvent à satisfaire leurs demandes d'habitat dans la maison individuelle périurbaine, mais ce n'est pas réellement la maison urbaine qu'ils trouvent. Donc la solution, c'est de quoi? C'est de pouvoir intégrer dans les centres-villes ce que les gens demandent. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Donc effectivement, le modèle de l'étalement infini de la maison urbaine sur 2000 m² de terrain, ça, c'est pas la peine d'être grand urbaniste ou grand sociologue pour dire que ce n'est pas un modèle durable. Cela dit, là où il faut être un peu plus fin, c'est dire qu'est-ce que les gens vont chercher là-bas qu'ils n'arrivent pas à trouver dans les centres-villes. Et essayons donc de ressourcer le centre par la périphérie. Je ne pense pas que l'homme, par nature, soit fait pour vivre en ville. Donc il va falloir que les villes prennent toutes les dispositions possibles pour que la qualité de la vie soit à la hauteur des attentes de tous les citoyens. Donc on a forcément la qualité de l'air, de l'eau, tout ce qui tourne autour de la santé, mais aussi tous les problèmes de déplacement, aussi bien les déplacements pour aller travailler que les déplacements pour aller à l'école, sachant que l'éducation est quand même le premier bien de l'humanité. La ville de demain va, enfin c'est en tout cas mon souhait, mon rêve, que la ville de demain soit à la fois plus dense, plus mixte, mais encore une fois avec une densité qui ne soit pas systématiquement une densité bâtie, avec aussi, pourquoi pas, la présence d'une nature, même dans une ville dense. Alors une nature, c'est pas forcément, c'est pas obligatoirement, ça peut être des lieux plantés, mais c'est pas systématiquement des lieux plantés. On faisait référence effectivement à l'aménagement des berges du Rhône dans Lyon, où là, bien sûr, c'est un chapelet, une succession d'espaces publics, d'espaces plantés, mais à mon avis, la véritable nature dans ce projet-là, c'est le Rhône, c'est la présence du Rhône. C'est-à-dire que c'est même une nature sauvage qui pénètre, de par la géographie, dans le centre-ville dense de Lyon. La
La densité, oui, mais l'excès de densité, non. Donc c'est toujours pareil, il faut trouver la bonne limite. Et je pense qu'il faut aller vers des notions qui sont peut-être toutes nouvelles en France, mais pas tant que ça dans des pays comme la Suède, des notions d'écoquartier, où on va retrouver une diversité d'habitats, de bureaux, de services, d'écoles. On va retrouver à la fois de la nature, même si elle est un peu artificielle puisqu'on est en ville, mais on va essayer de recréer un cadre acceptable pour que la qualité de vie soit prise en compte avec un grand V.